La différence par rapport à Ahmed, c'était qu'on était à la suite d'un mouvement social, ou dans un mouvement social. D'ailleurs, je me suis arrêté d'écrire quand il a pris fin, ce qui m'a semblé. Pour toi, ça, c'est fini. Il m'a semblé qu'on était battus en France, qu'on avait été battus au Portugal, battus en Espagne, battus en Italie, et que le mouvement polonais était en train de se faire battre en 80. En France, on venait d'élire un immonde président de gauche, qui avait déjà essayé de prendre le pouvoir en 68, et qui avait raté, heureusement. Enfin, ce coup-ci, il était arrivé. C'était terminé, on est entré dans les sales années 80. Oui. Et je pouvais plus on n'était écrire. pas battus, en réalité, parce que nous, on ne voulait pas prendre le pouvoir. C'était pas ça notre problème, pas du tout. Notre problème, c'était ouvrir des espaces. C'était contre le pouvoir, c'était un mouvement de contre-pouvoir. C'est tout ça. Donc, on n'est pas battu, en réalité, parce que puisqu'on ne voulait pas gagner, donc on n'est pas battu. Parce que c'est un sujet politique tout à fait différent. Et un sujet politique qui n'avait pas besoin des slogans ou des pères spirituels du vétérocommunisme ou du marxisme-léninisme pour remplir, pour envahir les villes de drapeaux rouges. Ils n'avaient pas besoin de ça pour peindre, pour faire des peintures de guerre dans toute la ville. Ils n'avaient pas besoin de ça. Malheureusement, après, il y a eu une réduction à tout ça, une réduction par quelques partis armés, ou pseudo-armés, etc. Et bon, l'État, il en a profité. Quoi. En France... But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 18, épisode 35. Cette semaine, émission cinéma politique, faire politiquement des films et rage des peuples. Non, on ne peut plus dormir, la lune est rouge, rouge de violence. Il faut pleurer sans dormir pour comprendre que la dernière justice bourgeoise s'est éteinte sur la montagne de nos martyrs, en jurant tout sur Gramsci et Matteotti, sous l'ouvrier tombé. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est le mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation francisée à la truelle d'une chanson de Hugh King, Piazza Fontana. Nous allons parler ce soir du cinéma italien des années de plomb à l'occasion de la sortie il y a quelques semaines aux éditions Façonnage de Rosso Sangue, le cinéma italien des années de plomb justement, écrit par Jean-François Roger. Et nous parlons ce soir exclusivement de ce beau sujet sur lequel nous sommes déjà revenus plusieurs fois dans cette émission à l'occasion de soit de rétrospectives de cinéastes ou de films d'actualité qui ressortaient en DVD et Blu-ray, à l'époque où le cinéma italien était le plus beau cinéma du monde. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Floré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot, qui vous coucoute. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde, de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Alors les agendas locaux pour commencer, bien, il ne se passe vraiment pas grand-chose dans le monde du cinéma local, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine, ce sera le nouveau Festival International du film de Cannes qui démarre donc le 12 mai prochain avec la projection du nouveau film de Pierre Salvadori, La Vénus électrique. Nous en reparlerons peut-être d'ailleurs dans cette émission parce que c'est toujours très chouette Pierre Salvadori. Donc pas grand-chose au niveau local parce que plusieurs films sortiront concomitamment entre leur présentation à Cannes et leur projection au Festival de Cannes, notamment le nouveau Almodovar, le nouveau Rodrigo Sorogoyen et autres joyeusetés de ce genre dont nous reparlerons dans l'émission. Mais sinon, donc au niveau local, au TNB, suite de la rétrospective Raymond Depardon, il n'y a pas de mal avec cette fois les focus des films de Raymond Depardon sur le continent africain. Donc ça démarre demain, si je ne m'abuse, et ça dure pour 3 semaines ou 1 mois. Il y a 5 documentaires et films de fiction de Raymond Depardon qui vont donc passer. Et au niveau sortie nationale, c'est quand même vraiment pas ouf. Vivement les films de Cannes.
il y a le nouveau film de Reem Kérissi, réalisatrice de comédie française qui est dans la galaxie de la bande à Fifi, la bande à Philippe Lachaud. Et donc là, c'est Pour le plaisir avec François Cluzet et Alexandra Lamy. Sur François Cluzet, sa femme n'a pas de plaisir au lit. Je vais dire plus de plaisir, mais n'a jamais eu de plaisir. Et donc François Cluzet va se décarcasser pour inventer des sextoys. Voilà. Autrement, il y a Sauvons les meubles de Catherine Cosme avec Vima Laponce qui enterre sa mère et qui a des soucis d'argent. C'est pour toi. Pourquoi pas. Sans moi, j'ai décidé que j'allais plus voir de films français qui sont soit avec des titres de chansons des années 80, soit avec des expressions toutes faites. C'est donc, quoi Sauvons les meubles. Donc pour le plaisir, non, et Sauvons les meubles, non. Et peut-être, du coup, nous aurions aimé pouvoir en parler, mais bon, vieille rengaine, ça faisait d'ailleurs bien longtemps qu'on n'avait pas fait. Le film sort, mais pas à Rennes, donc c'est le nouveau film de Guillaume Niclou, mis à mort avec Fat Benny Magimel et Pomme Clémentieff, que ça fait comme plusieurs des derniers films de Guillaume Niclou qui ne passe pas à Rennes, notamment La Tour, son excellent La Tour n'était pas sorti à Rennes déjà. Manque de vedettes peut-être, mais là, très déçu quand même, parce que Fat Benny chez Guillaume Niclou, nous en reparlerons probablement au moment de la sortie vidéo du film. Alors sinon, pour vous les mélomanes, il y a 2 documentaires musicaux. Il y a Planète San Severino. Et oui, San Severino, ça faisait 15 ans que vous n'en aviez pas entendu parler. Oui. Le proto-guitariste Manouche, voilà, donc un documentaire sur San Severino. Ah, cet enfer. L'enfer. San Severino, ce nom revenu des limbes. Et autrement, il y a le nouveau long métrage de James Cameron. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Et oui, co-réalisé par James Cameron et Billie Eilish. Ça vous la coupe, Thibaut, ce que je vois. Ah oui. Écoutez, James Cameron n'est pas une aberration musicale près. Après, j'ai rien contre cette brave Billie Eilish, mais voilà, c'est son nouveau film qu'il a quand même mis moins de 12 ans à faire depuis Avatar 3. Il est assez doué dans l'exploration des ruines. Donc, oh là là, mais vous êtes de mauvais esprits. Des épaves, pardon. Oh là 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 là, mais alors, mais entendre ce genre de propos à la radio en 2026. Non, Billie Eilish, on t'aime. Enfin, oui, moi, je sais pas, je t'écoute pas, mais, oui. mais tu me déranges pas non plus. Voilà, c'est ça. Il aurait pu faire pire, genre un truc avec Kanye West ou je sais pas. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup plus problématique que Billie Eilish dans le monde, ça c'est clair. Voilà. Après, on sait pas tout. Hein. Non, c'est vrai. Ça se trouve. Hein. Et donc sinon, pour finir dans un tout autre genre, il y a L'Abandon, le film sur l'assassinat de Samuel Paty. Voilà. Film pour prof d'histoire. Le film pour passer en cours d'éducation civique. Ça c'est idéal pour une soirée de théma ou un peut-être prochain apprenti et lycéen au cinéma, mon cher docteur. Oui. Ça, clairement, comme Revoir Paris il y a quelques années de Alice Vinocourt sur les conséquences de l'attentat du 13 novembre sur des victimes. Mais qui n'était pas une reconstitution, qui était un truc qui partait d'un truc réel, mais qui était après une espèce de trajectoire personnelle. C'est vrai que L'Abandon, pour le coup, c'est une reconstitution. C'est toujours un peu risqué. Exactement. Mais bref, nous ne parlerons pas de tout ça la semaine prochaine, puisque nous diffuserons l'émission que nous avons On sera pas là. Nous avons réalisé avec nos camarades du cinéma est mort la semaine dernière à la convention cinéphile organisée par 87 mm à l'Arvor. Donc ça passera là, mais nous reparlerons du Pierre Salvadori et du Rodrigo Sorogoyen, 2 films qui sont présentés à Cannes dans les semaines à venir, bien évidemment. Nous allons passer maintenant à la section critique de cette émission, retourner du côté transalpin du monde, où dans les années 70, les riantes et gaies années 1970, où nous avions des bracelets de sang. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario? Quelle différence est-ce qu'on peut faire entre une bande de malfaiteurs qui attaque un bureau de poste ou un encaisseur et la subversion organisée, concertée, institutionnalisée et légalisée? Aucune! Il n'y en a aucune. Ces 2 genres d'actions n'ont qu'un seul et unique objectif, bien que les moyens employés soient différents. C'est le renversement de l'ordre social actuel. 6 000 prostituées fichées. Une augmentation de 20% des grèves et des occupations d'édifices publics et privés. 2000 maisons de rendez-vous recensées. En un an, 30 attentats perpétrés contre les biens appartenant à l'État, 250 viols dans l'année, 50 000 élèves de l'enseignement secondaire défilant dans la rue en hurlant. Une augmentation de 30% des attaques de banques, 18 000 contestataires et agitateurs de plus figurant dans les dossiers. 600 homosexuels fichés. Plus de 70 groupes subversifs de jeunes qui agissent clandestinement et qui violent les lois. Une augmentation de 50% des banqueroutes frauduleuses et des escroqueries. Un nombre toujours croissant de publications et de revues politiques dont le seul but est d'inciter à la révolution.
En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait de Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon de Elio Petri, suivi d'un extrait de la bande originale par Franco Michalizzi de Il Giusterizze Stifa la Sila, autrement dit Bracelet de sang de Umberto Lenzi, poliziotesco des années 70 avec Thomas Milian. Car du cinéma italien des années 70, il va en être question dès à présent à l'occasion de la sortie il y a quelques semaines aux formidables éditions Façonnage de Rosso Sangue, le cinéma italien des années de plomb par Jean-François Roger, donc qui est le directeur de la programmation de la Cinémathèque française, qui a déjà écrit plusieurs fois sur le cinéma italien. Nous avions parlé des éditions Façonnage la semaine dernière à l'occasion d'un autre ouvrage rétrospectif, on va dire, sur les cinémas enragés des années 60 et des années 70, à l'occasion de la parution de Soleil Rouge, donc le cinéma rebelle japonais des années 60 de Stéphane Duménildo. Et cet ouvrage-là de Roger entretient bien des points communs entre, évidemment, thématiques et puis esthétiques, mais aussi idéologiques, on va dire, en tout cas, dans le sujet qu'il traite, entre l'ouvrage de Roger et l'ouvrage de Duménildo, puisque ça prend place peu ou prou, on va dire, dans la même décennie, en tout cas à plus ou moins dans les mêmes années. En tout cas, le cinéma enragé au moment de la nouvelle vague du cinéma japonais, et là le cinéma des années de plomb, donc italien. Les années de plomb en Italie, c'est une période qu'on a balisée a posteriori entre décembre 1969, moment de l'attentat de la Piazza Fontana, donc le 12 ou 11 décembre 1969, et jusqu'en 1982. Moment, on va dire, d'une confrontation d'abord idéologique, physique, morale et politique entre différentes factions en Italie, où notamment l'extrême droite, l'extrême gauche se sont affrontés sous les yeux concupiscents de la démocratie chrétienne au pouvoir en Italie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute de Mussolini. Et donc évidemment, période complexe au le moins, mais pour le moins passionnante, sur lequel nous sommes déjà revenus, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs fois dans cette émission, à l'occasion de la sortie notamment de plusieurs films qui ont été largement réédités en salle. Je crois que la dernière fois, c'était Un homme à genoux de Damiano Damiani, sorti chez Artus Film, il y a un peu moins d'un an, dont nous avions... C'était super comme film, ça. Nous avions parlé ici. Évidemment, le film de Damiani est cité dans le livre de Jean-François Roger. Roger, dans différentes interviews et différentes émissions qu'il a pu faire, c'est souvent revenu comme quoi c'est un peu le premier ouvrage en France sur cette décennie-là du cinéma italien. Le sujet a évidemment été déjà abordé évidemment via le prisme de plein de films réédités dans différents bonus, dans plein d'articles. Il y a effectivement beaucoup de choses éparses en France qui ont été écrites sur le sujet. Je pense notamment, là parce que j'ai sous les yeux, un hors-série de Mad Movies en 2005 ou 2006 qui était coordonné par Fatih Bediar, l'âge d'or du cinéma italien, monumental et formidable hors-série qui, moi en tout cas à l'époque, m'avait ouvert les yeux et surtout me permis de prendre des centaines de références sur plein de films. Assez séminal. Exactement, sur le cinéphile. Sur le péplum, le cinéma érotique, le polar, le cinéma d'horreur et puis le western. Et sachant que le boulot a été complété ces dernières années, notamment par un certain nombre de hors-séries de l'écran fantastique. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de choses aussi. Qui visiblement auraient besoin un jour de payer un correcteur. Ah ça, clairement, ils ont besoin d'un correcteur. Mais qui par contre sinon ont des hors-séries souvent qui sont souvent assez complets sur des sujets... En termes informatifs, en tout cas, exactement. Pas forcément en termes analytiques. Mais en termes par contre de replacer les choses dans leur contexte, donc sur le péplum, sur le film gothique et tout. Enfin, moi je sais que dans les dernières années, j'en ai lu pas mal quand même. Et donc là, en gros, ce que compte faire Roger avec cet ouvrage-là, c'est un peu justement de faire une approche, on va dire, chronothématique du cinéma italien, à la fois en remettant l'industrie du cinéma italien dans son contexte politique et son contexte social durant les 12 ou 13 années qu'on appelle les années de plomb, mais aussi en faisant un appendice sur l'après, sur une vision rétrospective sur ces années-là, dans le cas du cinéma italien, parce qu'il reste strictement dans le cas du cinéma italien, ce qui, je pense, on en a parlé en off avec Thibaut, mais qui est un peu une des limites du livre, c'est-à-dire qu'il se cantonne strictement au cinéma italien, sans parler, alors qu'il le sait très bien que justement, au même moment, dans d'autres cinématographies, au Japon, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi en Allemagne, il y a les mêmes soubresauts politiques, en tout cas des soubresauts politiques que l'on peut relier et qui sont similaires, dont il ne parle absolument pas, comme si finalement, un petit peu dans le cas du cinéma italien, c'est un genre de phénomène
assez cloisonné, assez centralisé, alors que finalement c'était l'idée de la révolution mondiale qui était en train de essaimer de par le monde pour bien des raisons historiques, la tricontinentale et compagnie, sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, mais et qui, je trouve, manque un peu dans l'argumentaire de Roger, même si le livre reste évidemment passionnant par tous les aspects qu'il traite, parce qu'il fait, je trouve, pour le coup, une très bonne synthèse de choses, d'ailleurs, que l'on connaît déjà ou pas. Enfin, en lisant le livre, moi, ça m'a rassuré un peu sur le fait que j'étais finalement pas si largué que ça sur le cinéma italien des années de plomb. Au contraire, à part évidemment beaucoup de références de cinéma ou de films que je n'ai pas vus, pas encore, parce qu'évidemment, avec ce genre de livre, et sa filmographie d'une dizaine de pages, il y a plein de choses qu'on a envie de noter. Et puis il y a des films qui n'ont jamais été exploités en France, c'est ça. Et des films qui ne sont jamais sortis en DVD. C'est ça. Ou en Blu-ray. Qui sont visibles, ou en tout cas trouvables par des biais détournés et non légaux, clairement, mais c'est vrai que beaucoup de la production de cette époque ne sont pas encore trouvables en France de manière légale, même s'il y a depuis plusieurs années un très gros travail qui est fait sur le cinéma italien des années 60 et des années 70. Notamment, il y a une vingtaine d'années, avec New Publishing, avec Whiteside, avec Carlotta aussi, qui continue à faire ça. Il y a Artus Film, qui sort beaucoup de films de l'époque, encore bien évidemment. Voilà, là, on revient un peu pour l'instant, on va dire, sur les limites du livre, avant de creuser un petit peu sur le sujet même. Et les livres de façonnage sont toujours extrêmement beaux. C'est une facture visuelle que je trouve extrêmement agréable. Ça fait très plaisir de voir des livres qui sont très bien fabriqués. Même si là, par rapport à des fois, j'ai, on va dire, quelques réserves de correction, voire de mise en page. Ça, c'est un peu mon côté un peu rigoureux, notamment que les citations qui sont mises en exergue dans le corps du texte ne sont pas justifiées. Ça m'énerve, par exemple. Oui, moi, je suis d'accord, ça m'énerve aussi. Moi. Ce sont des points de détail, mais ça m'énerve. Moi, je suis chiant. Et de même que les coquilles, moi, je suis... je suis particulièrement chiant avec les coquilles. Je déteste les coquilles dans les bouquins. Moi aussi. Surtout à ce niveau-là, on se dit, normalement, il y a quand même du travail qui le fait. Après, ça reste très limité. C'est à la marge, clairement. J'en ai trouvé 5-6. Et autre grief qui pourrait paraître assez étonnant, mais en tout cas, pour nos amis qui sont daltoniens, il y a clairement des pages qui sont contre eux, notamment la fin sur la filmographie imprimée en rouge sur une page rose. Comment dire ? Même pour les gens qui ont besoin de lunettes. Hein. Oui, c'est vrai, exactement. C'est un peu cruel. Hein. Écoutez, à façonnage, on ne rajeunit pas. Voilà. Clairement, au bout d'un moment, ça va devenir un problème. Voilà. Donc, pensez à nous. Parce que vous avez à peu près, vous êtes de la même génération que nous, quasiment. Donc, normalement, vous devriez avoir ce genre de problème. Vous allez y venir, vous aussi. Exactement. Mais bref, au-delà, évidemment, de ces quelques griefs, c'est un livre qui reste passionnant par le sujet qu'il traite, par l'ampleur et l'ambition même qu'il développe, et qui, de toute façon, on l'a souvent dit ici, le cinéma italien de l'époque était vraiment un des plus beaux, si ce n'est le plus beau cinéma du monde, de par son ambition esthétique, d'ailleurs, peu importe dans les économies de films, que ce soit les films de série A, donc on va dire les films de Visconti et des films de série B comme du Lizzani, comme du Solima, ou du Limite Z, comme certains films de Lenzi. Bruno Mattei, c'est encore un peu à part. Hein. C'est pas la même taille. Là, c'est de l'infra-cinéma. C'est de l'infra Z. C'est de l'infra Z encore, c'est voilà, encore autre chose. Non, parce que, évidemment, on sait que la beauté du cinéma italien, c'est que c'est d'une inventivité constante. C'est-à-dire que les techniciens bossaient pour des films de Visconti et des films de Lizzani, ou bien des films de Lenzi. Donc il y a quand même une technicité dans ce cinéma-là qui est toujours impressionnant et extrêmement agréable. Et en même temps, c'est toujours un peu foutraque. Oui. Ce qui rend les films très sympathiques. Y compris dans les films de série A. Hein. Oui. Ce qui rend les films très sympathiques avec la post-synchronisation, notamment, à laquelle il faut s'habituer un petit peu quand on est justement en France, dans un pays où on est plutôt sur du son direct. Et qui peut effectivement surprendre un petit peu et donner un côté un peu, une patine, on va dire, un petit peu à l'arrache, entre guillemets, mais qui est faussement en fait à l'arrache. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce cinéma aussi des années 70, quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs à certains moments dans le cinéma japonais, dans le cinéma de Hong Kong, c'est-à-dire ce côté caméra au point, quoi. Vraiment ce côté faut tourner vite pour satisfaire le public. Et ce qui fait aussi du coup la beauté du cinéma de l'époque, parce que tu parles de tourner vite et de caméra au point, c'est que c'est un cinéma qui est extrêmement réactif aux événements qui sont en train de se passer dans la rue, à la fois aux soubresauts politiques, aux manipulations entre guillemets sur lesquelles on va revenir aussi, qui sont de la part des partis politiques, que ce soit du PCI ou bien de la démocratie chrétienne. Comment est-ce que le cinéma italien, les cinéastes et les comédiens aussi, parce que c'est une partie très importante de ce cinéma-là, comment est-ce qu'ils réagissent
extrêmement vite, à chaud, on peut le dire, avec parfois justement du coup des points de vue qui sont biaisés sur des informations qui sont données et compagnie. Mais en tout cas, c'est un cinéma qui est extrêmement vif et je trouve que Roger, avec son texte, arrive quand même à bien retranscrire l'effervescence du cinéma de ces années-là, d'autant qu'il balaye quand même un spectre assez large, puisque, donc, comme je disais, approche chronothématique. Donc, on va partir du cinéma clairement militant, ou en tout cas avec une volonté politique claire en termes discursifs, les films de Petri, les films de Jeremy, et après pour essayer de montrer comment est-ce que le genre ou les genres de cinéma sont le plus à même de parler par leur forme de l'esprit de ce temps et du zeitgeist, donc dire par le western à une époque, puis après par le cinéma d'horreur, puis après par le film urbain et le polar, donc en Italie, le poliziotesco. Thibaut. Oui, alors, deux choses. Tu disais que le cinéma italien de cette période était le plus beau du monde, mais la grande question, c'est est-ce que le cinéma italien n'est-il pas le plus beau du monde, en fait, depuis le début ? Alors, cette son, c'est clairement pour moi une des 5 plus grandes cinématographies de l'histoire, voilà, parce que ont clairement montré les choses les plus impressionnantes avec la France, les USA, la Russie et puis le Japon. Donc, moi, je mettrais le Royaume-Uni, personnellement, si vous me permettez. Le débat est ouvert, vous avez 4 heures, bien pas de entendu. polémique. On ne dépasse pas 3 copies doubles. Surtout, on n'utilise pas l'intelligence artificielle. Le cinéma british des années 70, il y a plus de points communs avec le cinéma mais italien dans que ce toute qu'on l'histoire imagine. du cinéma mondial, mon cher, depuis le début du XXe siècle, je mettrais ces 5 L'Italie se défend admirablement bien. Cabiria, c'est de la merde peut-être, monsieur ? Pas du tout. Voilà, Stromboli. Oui, exactement. Voilà. Donc, en effet, c'est donc la première c'est une question. Et moi, je trouve, et deuxième point important, je trouve, et c'est peut-être comment dire, pas ce qui m'intéresse le plus, mais ce qui met vraiment en valeur le bouquin et l'entreprise de Jeff Roger, c'est que ça vient combler bien évidemment un manque. Parce que quand on étudie le cinéma italien, bien entendu, il va y avoir les marottes, le néoréalisme va bien entendu revenir sur le devant de la scène. On va étudier les grands maîtres du cinéma italien, Visconti, Bertolucci, enfin j'en passe. Fellini, mais c'est Gaston I, quoi. J'en passe et des meilleurs. Et il est vrai que, comment dire, est-ce qu'on pourrait appeler ça le cinéma de genre ? Allez, je vais tenter ça. C'est vrai que le cinéma de genre italien, qui est vraiment clairement l'un des plus riches de l'époque, était un petit peu passé sous silence. Alors il y avait tout le giallo qui remontait un petit peu. Il y avait eu le documentaire par exemple de Jean-Baptiste Toré sur Argento et puis Bava sont clairement les cinéastes les plus discutés, qui remettait en fait Jean-Baptiste Toré, donc éminent conférencier, critique de cinéma, prof à la fac, mais je crois qu'il est plus prof. Non. Maintenant, il fait des films. Il fait des documentaires. Mais voilà, ça remettait en fait, ça faisait entrer ce type de cinéma dans l'institution cinématographique. Qui maintenant est clairement reconnu comme étant un cinéma entre guillemets noble. Le poliziotesco, enfin, on va dire le cinéma urbain, parce que ce n'est pas que ça. Alors, il y a eu le western, c'est entré un petit peu parce qu'il y a la figure tutélaire de Sergio Leone et avec son acolyte à la musique Ennio Morricone, qui fait que voilà, ça commence à rentrer. Mais le cinéma, ce qu'on va appeler le cinéma urbain, en fait, au final, il était un petit peu mis de côté. Et je trouve qu'une telle entreprise réalisée par Jean-François Roger, qui est quand même le patron de la Cinémathèque française, donc la programmation, oui, mais le temple de la cinéphilie mondiale. Comme il aime à se définir et comme on aime à le définir. Je trouve que voilà, ça remet en fait tout un pan du cinéma italien, radical, populaire, mais au sens où on va parler du peuple. Ça le remet sur le devant de la... Et où les films cartonnaient. Hein. Et où les films cartonnaient. Donc ça le remet un petit peu sur le devant de la scène et je trouve qu'à ce titre... L'entreprise est bien évidemment salvatrice, surtout que, comme tu le disais, il y a le travail de façonnage qui est derrière, c'est-à-dire qu'un bouquin, une prise en main impeccable. J'aurais aimé une iconographie un peu plus riche, mais bon, on ne peut pas tout faire, sinon le... Après, ce qui est pas mal dedans, c'est que comme le bouquin aurait fait 850, il met quand même pas mal des coupures pages de presse et des photos de l'époque, justement, qui met, on va dire, en miroir avec plusieurs films, ce qui est toujours... pas inintéressant, parce que quand même je trouve un des aspects les plus intéressants du livre, c'est que Roger le pose dès le début et
nous on le sait en tant qu'esthète, hein, bien sûr, c'est que le cinéma est un fait social. En fait, ce n'est pas juste décorrélé du reste de la société. Le cinéma intrinsèquement est politique, parce que peu importe le discours, il y a un discours qui est derrière, que ce soit de dire qu'il soit progressiste ou bien réactionnaire, et que de toute façon il pose très vite aussi dans le film cette vieille dialectique, faire du cinéma politique ou faire des films politiquement, ce qui était en gros posé par Godard et puis Gorin avec le groupe Medvedkin au début des années 70, où il en parle d'ailleurs, ou post-mai 68, c'est la question de est-ce qu'on fait du cinéma politique, donc on va dire du cinéma militant, un film à discours, on va dire en gros les films de Costa Gavras, qui vont aborder des thématiques et des sujets contemporains sur les trucs de politique assez concrètes, mais dans une forme, on va dire, classique de cinéma, eux diraient probablement bourgeois, ou alors est-ce qu'on fait des films radicaux sur des sujets qui sont radicaux pour que justement la forme corresponde au fond, et surtout est-ce que l'économie du cinéma qu'on veut investir aussi colle avec notre idéologie. Donc c'est-à-dire que si on fait, on va dire, du cinéma sur des forces révolutionnaires, sur des forces de guérilla, ne doit-on pas faire aussi, pour le coup, du cinéma guérilla, quelque chose de très radical qui sorte des canons qui ont été normés, on va dire, depuis les années 20, depuis les années 30, depuis que les industries du cinéma se sont normalisées dans les différents pays du monde, notamment en Occident. Et donc il y a toujours cette dichotomie-là. Est-ce qu'on veut faire du cinéma populaire, donc c'est-à-dire qui marche en salle et qui s'adresse au plus grand monde en investissant les formes populaires qui marchent? C'est par exemple ce que faisait Fassbinder en Allemagne dans les années 70, en investissant pleinement la forme du mélodrame, qui était la forme qui marchait le plus, avec les films de Sirk, avec, on va dire, les grandes sagas familiales, ou alors est-ce qu'on fait quelque chose d'extrêmement radical, comme il y a eu au Japon, par exemple, avec notamment fin 70, début 80, certains films de Kamatsu et puis de Masao Adachi, qui eux-mêmes, au début des années 70, ont investi les genres les plus populaires et les plus putassières du cinéma japonais, qui sont les pinko-eiga, on va dire, ou bien les romans porno, qui sont lardés de propos politiques assénés avec plus ou moins de fraîcheur et de lourdeur, on peut dire. Docteur. Ouais, alors moi c'est vrai que le bouquin, moi j'ai trouvé le bouquin assez passionnant. Voilà, même si j'ai noté plein de trucs. Alors même si effectivement moi, il y a quand même un certain nombre de films que j'ai vus. Voilà, donc il y a quand même, donc j'arrivais à peu près à me retrouver même sur les films que je connaissais pas. Il y avait quand même, dans les films que j'ai pas vus, il y a quand même un certain nombre de films dont j'ai entendu parler aussi. Voilà, donc il me reste encore pas mal de, j'ai mesuré qu'il me reste encore pas mal de trucs à regarder pour avoir une idée vraiment. Disons qu'un cinéma hyper productif sur 12 ans, voilà. Clairement, j'ai pas tout vu. Voilà, c'est ça. Donc c'est à peu près 1000 films par an, le cinéma italien pendant une quinzaine d'années. Donc voilà, donc ça fait quand même un bon petit morceau. Alors après. Moi, il y a deux choses. Alors, d'une part, pour revenir un peu sur cette histoire de dichotomie sur la question du cinéma politique ou de politisation du cinéma, moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait quelque chose d'un peu... C'est une dialectique, pour moi, qui m'a toujours semblé un peu mythifiée. C'est-à-dire que, de toute façon, le cinéma est pris dans une contradiction dès sa naissance, qui est que c'est à la fois un art et une industrie. Comme d'ailleurs, en fait, on dit qui coûte cher. Voilà, on dit ça du cinéma, mais en fait, tous les formes artistiques sont à la fois un art et une industrie. La peinture au XVIIe siècle, c'est un business. Je veux dire, la sculpture, l'opéra au XIXe siècle, c'est un business. La littérature, le roman feuilleton. Pourquoi est-ce qu'il y a du roman feuilleton ? Parce que les mecs ils tirent à la ligne, ils se font payer au mot, et donc ils rallongent la sauce. Alexandre Dumas, on te connaît, hein, là, côté payé à la ligne pour faire certains trucs. Hein. Et le cinéma italien, quelque part, n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que le cinéma italien, et c'est ça qui, moi, je trouve aussi passionnant, c'est que même s'il y a des gens tout à fait sincères, des Solanas, des gens comme Gian Maria Volonté du côté des acteurs, je vais revenir sur les acteurs des gens comme Visconti, qui a été compagnon de route du Parti communiste italien, et même s'il n'y a aucun doute sur leur Bertolucci exactement, aussi, sur leur engagement politique personnelle et sur le fait que ça se voit à l'intérieur de leur film, ils sont pris de toute façon dans cette contradiction-là. C'est-à-dire que si tu veux que tes idées passent, va bien falloir trouver une forme qui fasse que ton film soit vu. Or, par le plus grand monde possible. Or, les tentatives du type groupe Medvedkin, qui certes sont assez intéressantes à regarder, malheureusement, je pense que c'est assez hermétique pour la plupart des spectateurs. Ne peuvent que être marginales. De par leur diffusion déjà. Exactement. Et quelque part, de par justement cette exigence il faut absolument que ça soit expérimental pour quelque part que ça soit politique. D'autant qu'on parle quand même clairement,
s'il y a des jeunes qui nous écoutent, on parle d'une époque pré-internet, donc clairement la diffusion des films n'est pas du tout la même. Voilà. Donc les films, donc évidemment il y a eu des tentatives, les gens comme Chris Marker par exemple, qui a été assez loin quand même dans sa démarche, puisque il y a quand même justement avec le groupe Potemkin l'idée de donner des caméras aux ouvriers pour qu'ils filment leur lutte, etc. Donc il y avait cette idée-là mais il y a aussi le côté Godard, c'est-à-dire faire des films habitables où tout le monde lance des slogans maoïstes en pleine révolution culturelle, et où là avec a posteriori tu vois là. Alors déjà à l'époque c'était quand même un bon aimant à merde. Si quelqu'un te dit qu'il est maoïste, tu peux savoir qu'a priori c'est un fumiste. Moi c'est un peu ce que j'appelle l'amendement. C'est un peu ce que j'appelle l'amendement Aragon, quoi. C'est-à-dire les gens qui normalement qui sont certains d'avoir raison à un moment de l'histoire, et où l'histoire finalement finit par leur donner tort. En France, clairement, la girouette, c'est Philippe Solers. Le nouveau roman est à la mode, il fait du nouveau roman. Mao est à la mode, il devient maoïste. Après, finalement, c'est le retour vers la religion, il devient papiste. Qui a lu les cahiers du cinéma après 68 sait à quel point les cahiers du cinéma après 68, c'est assez chiant à lire. Pourtant sont, je pense, probablement la période la plus intéressante en termes de texte critique. Et surtout, il passe à côté de tas de trucs. Ah oui. Il passe à côté. Il passe à côté en fait du cinéma populaire. En fait, ils ont un biais en fait qui les fait passer complètement du côté du cinéma populaire. Et moi, ce que je trouve bien avec le cinéma des années 70, c'est que à la fois il y a un côté maquignon. Tu sens bien que tout ce monde-là, ça produit des trucs pour faire venir les gens dans les salles, et puis du coup, on va faire des trucs de gauche parce qu'il y a un tiers de la population qui vote communiste, donc on va surligner les trucs de gauche, et puis du coup, quand c'est les années de plomb et qu'il y a une demande d'autorité, on va faire des films policiers de droite. Alors en même temps, il y a les deux, parce qu'il y a à la fois une tendance... Mais toujours un peu ambigu. Le PCI en Italie, dans les années 70, comme tu disais, c'est quand même un tiers des électeurs, donc c'est quand même énormément, donc il y a des grosses thématiques, on va dire, de gauche. Et c'est les classes populaires qui vont au cinoche. En même temps, dans une forme en réponse aux différents attentats perpétrés par l'extrême droite et par l'extrême gauche, comme une volonté d'autorité, en tout cas de retour à l'ordre, et donc on va avoir l'ambiguïté des discours de gauche dans des gros films de feufa. Ouais. Donc les fameux films avec Maurizio Merli, justement. Par exemple, le second moustachu, où il y a des passages très drôles dans le bouquin, où il raconte qu'il est en larmes parce que les gens sont hyper contents quand des bagnoles de flics se font cramer, et tout, parce que clairement les gens n'aiment pas beaucoup la police non plus. Ils aiment bien l'ordre, mais pas les flics. Mais tu vois, il y a un chapitre qui est intéressant, c'est le chapitre sur les figures, justement. Notamment, pas l'opposition, mais la mise en relation de la figure du flic avec la figure du juge. Et l'ambiguïté des deux figures. Qui sont tantôt des figures considérées comme des représentants de l'ordre, des salauds, des fascistes, et puis qui sont de temps en temps, qui, par exemple, dans la lutte contre la mafia, deviennent des espèces de figures héroïques. Donc c'est ça qui fait l'intérêt de ça, justement, c'est que selon la période, selon le sujet du film, et selon qui est les méchants, qui sont les méchants, qui sont les gentils, on va avoir des figures qui sont très 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 fuyantes et très très variables en fait. Des archétypes en fait qui changent beaucoup en fait d'un film à l'autre, parfois dans une période très ramassée au niveau chronologique. Oui, c'est que, en fait ça va quand même très vite. À la fois la mode des genres de films passe assez vite, parce que par exemple le cinéma, le western à l'italienne, on va dire, ça démarre vraiment en 62 avec Pour une poignée de dollars de Léon. C'est 64, pardon. Donc, ça démarre en fait légèrement avant, parce qu'il y a 2-3 films en tout cas, le film qui marque un peu le début, en tout cas, qui a un vrai succès international aussi. C'est celui-là, ça va être le film de Léon Pour une poignée de dollars. Après, ils vont en faire à chier à l'appel. Tout le monde va se mettre à en faire. Solima, Corbucci et compagnie. Il y a plein d'acteurs qui vont se révéler par ce biais-là, notamment Gian Maria Volonté et puis Thomas Milian, qui sont aussi deux énormes figures sur lesquelles on va revenir. Dès 66, t'as le western Zapata. Voilà. C'est-à-dire que le western italien est à peine commencé, que t'as déjà la version de gauche du western italien, en fait, avec El Chuncho, et qui justement pressent en fait un petit peu les soubresauts d'une révolution mondiale qui sera avortée, parce qu'en gros on date cette révolution mondiale à 1968-1969, mais évidemment avant en Italie et même dans d'autres cinémas du monde, notamment au Japon, on le pressent, ou en tout cas on accompagne ce mouvement-là par des discours révolutionnaires, par la mise en avant des classes populaires, notamment dans les westerns, ça va être les peones, donc les paysans mexicains qui sont opprimés par l'envahisseur, et ces figures-là vont prendre le devant au lieu, à la place, on va dire, des personnages d'Américains, des héros solitaires à la John Wayne, réinventés à la sauce italienne, on va dire. Et donc, c'est déjà un premier pas jusqu'à ce que le western italien commence à s'essouffler à la fin des années 60, début des années 70, avec l'arrivée
du western pastiche et du western parodique, avec les Trinitas, un génie de s'associer une cloche et compagnie, qui va peu à peu péricliter, même s'il y aura encore des épiphénomènes jusqu'à la fin des années 70. Salut la vie, adieu le trésor. Exactement, c'est ça par exemple. Les excellents films de Bud Spencer International, sur lesquels on reviendra prochainement d'ailleurs. Après, sur la question du western, dans le bouquin, c'est un le chapitre, donc c'est le deuxième chapitre, western anti-impérialiste, il me chiffonne un petit peu parce que, comme vous le disiez, on est plutôt sur une décennie des années 60. Les années 70, c'est vraiment un chant du cygne, mais on est vraiment au fond, et peut-être qu'il va se clôturer avec Il était une fois la Révolution. On est en 80. En 71, si je dis pas de bêtises. Donc, 71. En fait, c'est comme si... il ne participe pas au projet du bouquin parce que Jean-François Roger le dit dans son introduction. Je vais traiter du cinéma du cinéma italien de 69 à 82. Mais c'est comme si le western italien, dans son importance culturelle, son importance cinématographique, on était obligé d'en parler alors que le bouquin le traite foncièrement pas de ça parce qu'il n'a pas sa place. Je trouve que ça me chiffonne un peu et qu'il a un peu de mal à raccrocher le truc. C'est plus facile avec le giallo parce qu'il y a cette dimension urbaine et contemporaine et cette histoire de géographie. Et le giallo, il tire un peu plus quand même parce que... oui, parce qu'en fait, en gros, plus que le cinéma d'horreur de manière générale qui aura lieu en Italie, notamment par exemple les films de cannibales où on sait qu'il y en a eu quand même à chier, même si c'est plus début des années 80, mais le cinéma d'horreur va principalement se concentrer sur le giallo, donc les films d'Argento, les films tardifs de Bava. Oui, et puis cette idée d'une menace invisible qui va rejoindre l'idée d'une insécurité structurelle dans les poliziotesco. Voilà, dans la société italienne même, le fait que des attentats peuvent frapper à n'importe quel moment et que finalement la mort est au coin de la rue, on va dire. Là, c'est cohérent. Et là, tu as l'impression... J'ai comme l'impression en fait qu'on est obligé de parler du western parce que le western italien c'est un western, c'est un genre j'ai envie de dire culte parce que c'est le seul terme séminal, important, majeur. Je comprends pourquoi est-ce qu'il en parle parce qu'il y a le western Zapata. Avec le western Zapata, marque les prémices justement d'une politisation du cinéma populaire, même si... mais le western Zapata, ça se termine quand ? Alors 69, ouais, tu vois. Enfin 71, ça se termine avec une fois la Révolution, mais on pourrait faire le même reproche avec la comédie à l'italienne, parce qu'il en parle un petit peu la comédie à l'italienne, et c'est vrai que la comédie à l'italienne, Sordi notamment, avec Sordi. Après, je trouve qu'il explique pas mal aussi le fait que les contextes ne sont pas les mêmes. Le cinéma italien des années 60 et notamment le cinéma contemporain italien des années 60, c'est un cinéma du boom économique et de la critique de ce boom économique, et notamment de la négation ou de l'amnésie par rapport au fascisme et par rapport à le cinéma qui vient la décennie d'après, justement la réaction à ce supposé boom économique qui n'a clairement pas profité à tout le monde. Non, d'où en fait justement la révolution, la violence, les manipulations diverses qui vont venir. C'est intéressant d'en parler, mais peut-être pas en faire un chapitre, peut-être retravailler une introduction ou en faire quelque chose d'un peu plus large, mais pas en poser un chapitre, parce que en fait je trouve que ça n'a pas sa place, et c'est comme à la fin. C'est trop peu, c'est trop peu ou trop, c'est trop peu ou trop quoi. C'est trop peu ou trop, exactement. C'est trop peu ou trop, et c'est comme à la fin du bouquin, il y a tout un chapitre sur Aldo Moro, mais on va parler en fait des cinémas. De films, par exemple de Marco Bellocchio, on va parler sur le droit d'inventaire à la fois Esterno Noté, mais oui, mais c'est les années 2000. Enfin, donc tu dis ok, donc du coup, vu que c'est le cinéma rétrospectif sur ces années-là. Du coup, c'est comme le film de Tullio Giordano sur l'attentat de la Piazza Fontana, qui s'appelle en français. De 2003. En italien, c'est Storia di una streghe, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne sais plus comment c'est. Si, ça doit être juste Piazza Fontana. Piazza Fontana, je crois que c'est juste ça. Et c'est comme si là, du coup, Aldo Moro était le pendant du western italien, donc avant 69, et après les films qui vont venir après 82. Donc je sais que l'événement est... Mais c'est un angle mort, parce qu'il n'a pas été représenté par le cinéma de l'époque, l'enlèvement d'Aldo Très Moro. peu. Il a les enlèvements, très peu, mais les bombes, coup, tout ça a été évoqué. Mais Aldo Moro lui-même... non, ça arrive trop tard en fait dans la décennie. Mais le bouquin parle de quoi ? Il parle de ce qui s'est passé dans les années 70 ou des films
qui sont tournés dans les années 70. Je crois qu'il parle un peu des deux, moi j'ai l'impression. De toute façon, ce livre se veut l'ébauche d'une histoire culturelle, sociale et politique du cinéma italien entre 69 et 82. Ouais, donc effectivement, du coup, c'est un peu hors sujet, quoi. Et de toute façon, je trouve ça dommage en fait de sacrifier son bouquin sur l'autel de deux figures bien évidemment incontournables, mais qui n'ont peut-être pas leur place. Après, de toute façon, Roger, je trouve, revient beaucoup dans son livre sur justement différentes figures, à la fois des figures, on va dire, des figures de genre de cinéma, des figures morales, des figures politiques, mais aussi des figures personnelles qui influent, en tout cas, qui ont été des marqueurs de ce cinéma-là, à la fois donc des figures de cinéastes, notamment je pense qu'un de mes préférés qui est Carlo Lizzani, et deux figures de comédiens qui sont majeurs et extrêmement importants dans la représentation de la politique et des classes populaires. Il y a Thomas Milian et puis Gian Maria Volonté, qui sont quand même deux styles très différents, à la fois de comédiens, pas forcément de cinéma, mais en tout cas de ceux qui peuvent représenter, parce que Milian, on a déjà parlé ici plusieurs fois. C'est un Cubain. C'est un Cubain qui a fait... C'est un Cubain anticastriste. Un Cubain anticastriste qui a fait... Pas vraiment, c'est plus compliqué que ça. Non, c'est pas un Cubain anticastriste. C'est quelqu'un qui vient d'une famille plutôt bourgeoise. Où son père s'est suicidé devant lui quand il était jeune. Voilà, de Cuba, avec, il me semble, des militaires, je crois, dans sa son famille. Père était militaire. Donc une famille plutôt conservatrice. Il a fait l'école Stanislavski donc à New York. Il est parti en Italie. Il a commencé dans des films à super bosser sérieux avec Visconti donc et compagnie, et très vite il rentre dans le cinéma populaire italien. Il fait des westerns et il fait la figure de Cuccillo justement dans les films de Corbucci, puis après dans les films de Soliman, notamment le merveilleux et le formidable Le Dernier Face à Face. C'est un chef-d'œuvre. Et après il va continuer dans cette figure là justement, à la fois ultra populaire avec la figure de Monezza, mais en même temps il va jouer aussi des flics avec les Nico Giraldi, il va jouer des membres de la CIA, des personnages extrêmement troubles. Il va jouer dans Le Coucou avec Michel Serrault. Ah mais c'est super. À la fin des années 70. J'adore Thomas Milian, qui est un de mes acteurs préférés du monde. En tout cas, il symbolise quelque chose à la fois de fantasque, de grotesque dans ses personnages, et on va dire de l'autre côté du spectre, il y a vraiment la figure politique, le militant, l'acteur extrêmement magnétique, extrêmement beau, qu'est-ce qu'il est classe, Gian Maria Volonté, qui est très engagé, qui fait les films de Petri, qui fait les films de Germi, qui est membre du PCI, qui a toujours une parole extrêmement engagée, extrêmement militant dans quasiment tous les films qu'il a fait. Et puis qui a été militant qui a été militant lui-même, voilà. Et qui fait des films justement qui sont à la fois des films volontairement politiques, volontairement militants, mais qui n'oublient jamais de faire des choses populaires pour essayer de parler, on va dire, aux masses populaires, au prolétariat. C'est lui le méchant dans les deux premiers Léon, je veux dire, mais c'est aussi lui qui joue dans Lucky Luciano de Francesco Rosi, qui est un cinéaste. Qui joue dans Les Hommes contre, qui joue dans un des plus grands films faits sur la perversité de la démocratie chrétienne, qui est Todo Modo, qui est un film absolument monstrueux. Le bouquin aussi d'ailleurs est absolument superbe. Mais donc, c'est vraiment une figure-là ces deux figures-là qui drivent un petit peu toute une partie du cinéma italien de l'époque, parce qu'ils sont représentatifs de plusieurs facettes. Ils peuvent représenter plusieurs facettes de la société italienne. Et beaucoup de films, en tout cas, se créent autour de ce genre de figure-là. Après, il y a évidemment plein d'acteurs parallèles, des Fabio Testi, des Luc Miranda, des Maurizio Merli, qui viennent aussi là-dedans, mais qui seront toujours, je pense, et puis surtout qui étaient beaucoup plus versatiles en termes de rôle, quoi. Mais qui sont un peu, on va dire, des sous-volonté, sous-Milian. Mais c'est vrai que c'est un cinéma de figure, y compris dans les cinéastes marquants, en tout cas les grands cinéastes, que ce soit des cinéastes plus réactionnaires ou plus margoulins que d'autres, par exemple Lenzi, Martino, qui pourtant sont des cinéastes qui la plupart du temps sont très capables, à part Umberto Lenzi, même s'il est plutôt meilleur dans les polars. Moi je sais que t'aimes pas trop Lenzi. Moi j'ai une certaine affection pour Lenzi, notamment les polars. Alors, je trouve justement qu'il est plus à l'aise dans les polars. Ça et L'Avion de l'Apocalypse que j'adore. J'adore L'Avion de l'Apocalypse. Qui est une belle métaphore de la société humaine en pleine déliquescence. J'adore. L'Avion de l'Apocalypse, c'est super comme film. Moi je suis un grand fan de ce genre de film là. Et alors moi il y a un autre aspect dans le bouquin aussi. Alors moi j'ai trouvé qu'il passait parfois un peu rapidement là-dessus. Mais je comprends, parce que c'est pas forcément le sujet du bouquin, c'est sur l'influence du cinéma américain, parce que ça c'est l'autre contradiction du cinéma italien, c'est que c'est un cinéma de mode. De rip-off. Et voilà, c'est un cinéma de rip-off, c'est-à-dire c'est un cinéma de ce qu'il appelle les filone. Déjà, le western italien, c'est justement c'est le rip-off des westerns. Le péplum, c'est le péplum à l'américaine qui devient le péplum italien. Le polar, c'est l'Inspector Harry et puis French Connection qu'on va essayer de refaire. Même le giallo, c'est Hitchcockien, enfin voilà, c'est bon. C'est très maniériste. Voilà, exactement. Et donc il y a cette
le politotesco, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce que, et là aussi c'est une forme de contradiction, c'est comment est-ce que le cinéma populaire italien dans les années 70, notamment dans le polar, va finalement fédérer deux traditions cinématographiques qui sont finalement assez différentes, voire opposées l'une de l'autre, qui sont d'une part l'héritage du néoréalisme, donc plutôt engagé politiquement, réactif par rapport au réel. Dans un style visuel assez vif. Avec un style faussement documentaire, avec des caméras à l'épaule dans les rues des villes, où on voit à quoi ressemble Rome, on voit à quoi ressemble Milan. J'allais revenir justement sur l'importance géographique et architecturale des villes dans la mise en scène même, ou en tout cas dans comment est-ce que la géographie finalement est aussi politique, et comment c'est représenté par les films, comment est-ce que évidemment l'environnement, en fonction de la sociologie des films, voilà. Et d'un côté, donc il y a cette tradition du néoréalisme qu'on retrouve d'ailleurs dans la comédie, qu'on va retrouver dans d'autres genres, pas uniquement dans le polar. Et puis d'un autre côté, cette influence souterraine, enfin toujours un peu là, des États-Unis, qui sont le grand Satan, je veux dire, qui sont le pays capitaliste par excellence. Qui sont le grand Satan, mais la grande influence. Voilà, mais qui eux aussi dans les années 60-70 ont un cinéma qui est sans doute peut-être moins directement politique ou contestataire que le cinéma italien, mais qui est quand même un cinéma sociologique de réflexion autour de la démocratie américaine. J'ai l'impression que le cinéma américain était plus politisé a posteriori. Alors, en tout cas, oui et non, parce que dans la pensée critique. Oui et non, parce que tu regardes Serpico, c'est 73, French Connection, c'est 71, L'Inspecteur Harry, qui est quand même un film. Oui, mais tu vois, par exemple, je suis pas sûr que Friedkin ou Don Siegel se disaient qu'ils faisaient des pamphlets ou des grands films politiques. Bah ouais, mais alors à ce moment-là, tu vois, La Horde Sauvage, dont Roger nous dit qu'il a été quand même un film un peu séminal, notamment. Peckinpah, il y a quand même de la politique très consciemment chez Peckinpah et dans Easy Rider, tu vois. Donc cette histoire et la contre-culture, c'est une création américaine. C'est pas une création européenne, la contre-culture, enfin le concept de contre-culture, même si elle existe évidemment dans d'autres pays, quoi. Donc moi, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est de voir comment est-ce que la dimension commerciale et la dimension politique se marient de manière plus ou moins réussie. Mais comment est-ce qu'en Italie, parce qu'il y a ce contexte très particulier des années de plomb, comment est-ce que c'est là que ça fonctionne quelque part le mieux, en fait. D'autant que les années plomb, parce que Roger aussi le rappelle, mais même si c'est évident, c'est que ça vient pas de nulle part, c'est que c'est quand même un pays dont les parents sortent du fascisme ou étaient fascistes. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même une trentaine d'années. Ou étaient partisans. C'est une trentaine d'années après la mort de Mussolini. Donc clairement, il y a quand même beaucoup de contemporains, de gens qui ont vécu ça. Beaucoup nostalgiques. Voilà, c'est-à-dire qu'ils l'ont plus ou moins bien vécu. Certains, clairement, sont tristes que ce fils de pute et sa femme aient été pendus par les pieds en place publique. Ce qu'on voit très bien dans le film de Lizzani, justement, Un crime inutile. Ouais, qui est pas un polar. Non. Mais qui est un film sur la résurgence du fascisme à Milan. Exactement. Et je trouve que et c'est ça que moi je trouve que la grande efficacité du cinéma italien, c'est le fait que justement la politisation de la société a rendu possible aussi une forte politisation du cinéma et c'est aussi une possibilité d'expression. Et c'est aussi comme ça que le cinéma italien a commencé à perdre de sa superbe pour ne plus devenir que l'ombre de lui-même au milieu des années 80. C'est la dépolitisation de la société de manière générale, justement suite à la fin des illusions, quand le militantisme d'extrême gauche passe dans le terrorisme, à virer à l'horrible, en fait. Exactement. C'est-à-dire que ça, c'est de toute façon une des contradictions pour moi des mouvements de gauche. C'est que si tu commences à passer à la lutte armée, tu vas forcément te couper de toute une partie de gens qui sont de gauche, mais qui sont pacifistes, qui sont non violents. C'est un peu un des principes de la guérilla, ou en tout cas de l'insurrection dans un pays fasciste, dans un pays occupé, contre un État fort et inégalitaire de manière générale. Si tu veux réussir une guérilla, tu dois forcément avoir le soutien d'une grande majorité de la population. Donc tu peux pas tirer dans la foule. Non. Ça passe. Il ne peut pas y avoir de balles perdues. Disons que la guérilla, normalement, ça passe par une stratégie et surtout une tactique qui est longue, qui se fait sur le long terme. Ce qui, évidemment, en Europe, a constamment foiré. Parce que les systèmes ne sont pas faits justement pour opérer sur du temps long. Et puis nos techniques de guérilla correspondent à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à de la résistance, en fait. Donc là, c'est pas tout à fait pareil que de dire je vais non pas combattre simplement une idéologie, mais je vais renverser un système pour le remplacer par un autre. Résister, c'est pas forcément prendre le pouvoir, même si après ça a pu aller sur des prises de pouvoir, quoi. Et je trouve que le bouquin est bien aussi là-dessus, parce qu'en fait, comme il aborde en fait le cinéma sous un angle qui est à la fois un angle psychologique et un angle psychologique et un angle, on va dire,
culturel politique. Je trouve que ça résonne aussi avec pas mal de choses actuelles, avec la question du militantisme au cinéma. Enfin voilà, moi je trouve que c'est le bouquin a, je trouve, ce grand intérêt là aussi de connecter en fait d'aller plus loin en fait que le simple cinéma ou la simple représentation d'un état de la société au cinéma, mais de montrer comment est-ce que c'est une espèce de vase communicant entre les deux. Et ça, je trouve ça, moi j'ai trouvé toute cette partie là assez passionnante. Comment est-ce que tu abordes une époque historique assez courte, hein, mine de rien, 10 ans à l'échelle de l'histoire, c'est rien, quoi. Mais comment est-ce que le côté foisonnant de la politique, de l'engagement, d'ailleurs, qu'il soit à l'extrême droite ou bien à l'extrême gauche ou chez les merdes de centristes, comment est-ce que finalement ça prend de l'importance et comment est-ce que ça influe justement sur la production des arts de manière générale, sur le cinéma, sur la musique, parce que la musique italienne de l'époque aussi est extrêmement riche, extrêmement belle, dans les choses extrêmement variées et très différentes du cinéma pour le coup. Mais Thibaut. La grande force du bouquin, pour rebondir sur ce que vous dites, c'est que à chaque début de chapitre, Jean-François Roger fait une page ou 2 pages de contexte d'actualité factuelle. Voilà, c'est important parce que c'est complexe. Il remet les choses en place par rapport aux thématiques qu'il a envie d'aborder, par exemple sur la géographie des villes ou sur ça c'est vraiment passionnant. Ça c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé, ou sur la question de la figure. Voilà, il remet à chaque fois, ou sur les flics et sur les juges par exemple. Chapitre que j'ai beaucoup aimé également. Aussi, donc il remet ça en contexte. C'est pas long, c'est 1 ou 2 pages, mais c'est extrêmement utile pour ensuite se plonger et avoir, à chaque fois que tu lis le texte, tu as des images d'actualité parce que tu les as vues, parce que tu as vu des coupures de journaux qui restent un petit peu dans ta mémoire, ou tu as vu des films de Marco Bellocchio. Ou tu as vu des films de Marco Bellocchio qui reviennent à toi, et je trouve que c'est assez salvateur, et ça permet non pas d'aérer le bouquin, parce que le style de Roger est quand même un style simple, c'est très agréable à lire. Quelques petites pics où tu sens que c'est des restes de journalisme, tu vois, quelques tournures de phrases. Voilà, ça permet pas de rester concentré, mais ça donne un petit plus. Voilà, il y a le petit plus quasi universitaire qui rentre en jeu à ce niveau-là, et moi j'aime beaucoup dans un bouquin qui est franchement fait pour le plus grand nombre. Et puis je pense qu'il ne faut pas se tromper non plus sur la nature même du livre. Je veux dire, c'est un essai, c'est pas un livre d'histoire du cinéma. Voilà. Non. Et donc du coup, il n'y a pas de prétention ni à l'exhaustivité, ni à l'objectivité. Et donc évidemment, on peut regretter qu'on n'ait pas parlé de tel film, qu'on ait trop parlé de ci, pas assez de ça. Mais finalement, ce sont des regrets, comme par exemple, il finit son ouvrage en parlant de Keoma, le western de 1976 avec Franco Nero, qui est un film très particulier aussi, qui est un des derniers grands westerns, qui est vraiment genre la queue de comète du grand western à l'italienne, mais avec lequel il se sert pour finalement pour résumer son propos sur à la fois par la forme du film et par son propos même, par sa place dans l'histoire de la production italienne et compagnie. C'est une fin qui m'a un peu surprise d'ailleurs de finir là-dessus, mais qui finalement, il arrive, je trouve, assez habilement il retombe sur ses pattes, à retomber sur ses pattes. Quoi. Oui. Et puis, comme tu le disais au début de l'émission, c'est vrai qu'un lien avec l'autre bouquin de façonnage, le bouquin de Stéphane Domenildo sur le cinéma japonais, ça aurait pu faire un petit clin d'œil parce que la thématique existe, et ça aurait pu faire un petit clin d'œil. Peut-être que le prochain, ce sera sur le cinéma de la fraction Armée Rouge en Allemagne dans les années 70 et il y aurait quand même, à mon avis, un livre à faire sur le cinéma français. Qui est très différent, parce que les problématiques sociopolitiques ne sont absolument pas les mêmes. Mais le cinéma français d'après 68, il y a aussi à boire et à manger, il y a plein de trucs. Et moi, je trouve justement que du classicisme à la Costa Gavras à du cinéma comme Boisset, qui est assez proche finalement du cinéma italien dans ses sujets, presque même dans son traitement. Dans son traitement, alors c'est moins à l'arrache entre guillemets. C'est très partagé chez Boisset en plus son cinéma. Mais il y a des films plus empesés que d'autres, on va dire. Mais par contre, tu vois des films comme L'Attentat, Jérôme Dupont-la-Joie et tout. Moi, on retrouve cette espèce d'énergie un peu, alors pas là dans L'Attentat, mais plutôt dans Dupont-la-Joie, dans Le Juge Fayard, on trouve cette espèce d'énergie politique qu'il y a dans le cinéma italien. Un petit peu de foncer dedans, on va dire. Et il y aurait plein d'autres films, même chez Granier de Fer, même tu vois, il y aurait un bouquin à faire là-dessus. De toute façon, il y aurait un bouquin à faire sur les années 70 dans pas mal de pays. Dans à peu près, dans à peu près tout. La plupart des cinématographies. Et il y aurait quand même des trucs vachement bien à dire à chaque fois.
Exactement. Donc c'est le livre de Jean-François Roger paru aux éditions Façonnage, Rosso Sanguet, le cinéma des années de plomb. Écoutez, Façonnage, on attend vos prochains ouvrages avec impatience. Ce sera toujours un plaisir d'en parler parce que les thématiques sont toujours passionnantes. On va s'arrêter là, on va passer au coup de cœur. C'est nul, 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 nul. Aucun goût. No taste. Goût de chiotte. Les coups de cœur carrément fleurés. Alors rapido, moi ça va être La Mala Educación de Pedro Almodóvar, film du grand maître espagnol où il me semble son hybridation est peut-être la plus évidente entre création artistique, autobiographie et réflexion sur le genre cinématographique. C'est absolument passionnant. Merci. Mais comme d'habitude, costumes et décors et couleurs absolument au firmament. Ça pète. Hein. Oh putain, toujours. Merci Thibaut. Juste quelques effets de morphing qui ont un poil mal vieilli. Docteur. Voilà, mais alors moi ça sera un film qui pour moi n'a absolument pas mal vieilli, qui sera donc Le Silence des agneaux de Jonathan Demme, vu pour la première fois au cinéma, alors vu déjà plein de fois avant, mais vu pour la première fois au cinéma sur grand écran. Et je me suis rendu compte à quel point c'est un film de gros plans, voilà, et à quel point les gros plans sont d'une puissance expressive de dingue chez Jonathan Demme et dans ce film-là. Donc vive Le Silence des agneaux et vive Jodie Foster. Merci docteur. Sinon moi ce sera 2 films rapidement. Film de Roland Klick, Deadlock, espèce de polar contemporain tourné en Espagne, produit par l'Allemagne de l'Est. Film absolument fascinant avec la musique de Cannes, totalement chelou, qui emporte l'adhésion sur ces plaines désertiques absolument magnifiques. Et sinon Les aveux les plus doux de Édouard Molinaro, basé sur une pièce de théâtre de Georges Arnaud, donc l'auteur du Salaire de la peur, sur genre de métaphore sur la torture en Algérie et en France, absolument passionnant, avec Roger Hanin et Philippe Noiret. C'est absolument génialissime, très très chouette film. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Margot, la mise en son de cette émission. Merci messieurs. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.